Bonjour Rokhaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ta race, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Ici, on parle d'arabes, d'asiatiques, de blancs, de roms, de noirs, de juifs, de musulmans, tout ça sans aucun complexe. Être noir, c'est une question que nous avons déjà abordée sous plusieurs aspects dans Kiffe ta race. Le questionnement quant à la condition noire est consubstantiel de la lutte et du projet de libération, tant le statut de noir est intrinsèquement lié aux structures esclavagistes, coloniales et capitalistes. Si de nombreux penseurs et penseuses internationales et internationaux ont abordé cette question par le passé, une approche féministe et actuelle vient peu à peu enrichir ces constats. Pour parler avec nous aujourd'hui de ce sujet très complexe, nous recevons Fania Noël. Bonjour Fania. Bonjour. Bonjour Fania. Bonjour à vous deux. Fania, tu es militante, penseur et essayiste afroféministe, membre du collectif Moissy, fondatrice et directrice de la publication de la revue politique sur l'intersectionnalité, Assiégée. En 2019, tu as publié ton premier manifeste qui s'appelle Afro-communautaire, Appartenir à nous-mêmes, paru aux éditions Sileps. Merci beaucoup d'être parmi nous, Fania Noël. Alors, tu le sais peut-être, dans Kiffe ta race, nous avons un rituel. Nous demandons à nos invités s'il ou elle se situe sur le plan racial. Par exemple, Grace est asiatique et je suis noire. Et toi, Fania, est-ce que tu te situes ? Et si oui, comment ? Moi, je suis noire. C'est comme ça que je me situe. Et après, l'intention poétique que je mets dedans, c'est que je suis une femme noire afroféministe. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as découvert cette situation politique ? Non, parce que comme je viens d'une famille haïtienne, la première chose qu'on apprend quand on a une compréhension du monde, c'est qu'on est haïtien de la première République noire et qu'on est noir et que l'État, enfin la nation haïtienne porte ce projet poétique. Donc c'est synonyme. Être haïtien, être noir, c'est synonyme. Donc il n'y a jamais eu de doute avec Monsieur Noël, mon père. Les personnes haïtiennes que je connais, elles sont toutes soit très engagées, très conscientes de qui elles sont, d'où elles viennent et quelle est leur place sur l'échiquier géopolitique, même racial, géoracial, je veux dire. Est-ce que toi aussi, petite déjà, à table, c'était quelque chose qui était abordé sans aucun complexe ? Oui, mais je pense qu'il y a vraiment... chaque nation-État a tout un récit national. Donc, en France, il y a tout un récit national sur la liberté, etc., qu'il soit vrai ou faux. Je pense plus qu'il est faux. Mais en Haïti, il y a un récit national et cette nation est née du fait qu'il y ait des personnes mises en esclavage qui ont décidé de non pas faire une lutte seulement locale, mais une lutte qui a changer, modifier la conception du monde sur le fait qu'il y avait un antagonisme de la suprématie blanche avec la race noire constituée comme telle dans l'esclavage et dire que le plus petit composant, c'est-à-dire le plus dominé, c'est-à-dire des êtres humains qui ne sont pas considérés comme des êtres humains, pouvaient politiser leur situation, avoir un projet politique et un projet politique qui aille au-delà simplement de l'arrêt de l'esclavage, mais se penser en tant que nation avec des intérêts communs objectifs, mais aussi dire que ces intérêts qu'ils avaient en tant que personnes esclavagisées à Saint-Domingue, qui est ensuite devenu Haïti, étaient des intérêts communs de toutes les personnes noires qui étaient dans les Amériques esclavagisées, mais aussi dans les colonies. Et c'est pour ça que c'est normal que Haïti a fait partie des États, a fourni les penseurs qui ont créé le panafricanisme. Donc c'est quelque chose dans le récit national, et les récits nationaux sont très infusés dans les récits familiaux, surtout de migration et surtout de contre-discours quand on est migrant en France dans des situations précaires. Les parents utilisent des contre-discours pour dire, là, c'est une situation, mais ne pas oublier qu'on vient d'un peuple qui a accompli des choses, même si là, aujourd'hui, on est traité comme ça. Donc, ces contre-discours à l'intérieur de la cellule familiale permettent de contrecarrer et d'expliquer aussi que cette situation qu'on a là, elle n'est pas à l'image de la grandeur historique, politique et philosophique de la nation dans laquelle on fait partie. Ton éveil militant, il est du coup très tôt, il est arrivé tôt dans ta construction personnelle. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours militant avant qu'on parle à proprement dit de ton livre Afro-communautaire ? Je pense que
à contrario, l'éveil militant n'est pas arrivé tôt, parce qu'en fait, je pense qu'on peut très bien avoir des convictions engagées, on peut très bien être engagé, on peut très bien être conscient de qui on est, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de peuples, par exemple, nous, dans ma famille, on est extrêmement fiers d'être haïtiens, mais j'ai des amis qui sont, par exemple, Peul, ou d'autres ethnies qui sont extrêmement fiers d'être ce qu'ils sont dans l'ancrage culturel, politique, historique, mais c'est pas forcément lié à un engagement collectif militant dans le sens de mettre en mouvement, parce que pour moi, être militant, c'est mettre en mouvement collectivement, s'engager dans des débats qui sont un peu chiants parfois, mais c'est mettre en mouvement, c'est-à-dire mettre en mouvement pour aller essayer d'atteindre un mouvement de masse, et ce qui est extrêmement différent d'avoir une conscience de soi, une conscience de où on est sur l'échiquier racial, sur la course aux ressources. Donc ça, c'est différent. Donc même en ayant ça, c'est pas très tôt que j'ai vu le lien entre ce que moi je pensais de moi-même et comment ce que je pensais de moi-même pouvait servir de base à m'investir dans quelque chose de plus collectif. Donc, qu'est-ce que tu pensais de toi-même ? Moi, je pensais qu'on est haïtien et qu'on nous a fait payer le fait d'avoir fait cette révolution, qu'on a été appauvris, que cette dette a fait en sorte que le pays soit appauvri, que le néocolonialisme continue jusqu'à présent et que qu'on continue à payer. Mais malgré nos situations économiques, ce qu'on a fait a eu tellement de conséquences sur la fin de l'esclavage dans toutes les Amériques, le fait d'envoyer des troupes pour Simón de Bolivar, c'est-à-dire que ça, on a une conviction que ça va rester plus longtemps que même si actuellement la situation économique et politique haïtienne est catastrophique. Dans l'histoire de l'humanité, ces situations, c'est pas pour toute la vie, mais l'éthique d'une nation, ça dure très longtemps et c'est difficile à changer. Donc voilà, moi j'avais une fierté de dire, nous on a colonisé personne, on a eu un projet politique qui allait au-delà de nous-mêmes, et même si on a été mal payé dessus, c'est beaucoup plus important que historiquement à l'échelle de l'humanité. Donc ça, c'est ce que je pensais de moi-même en tant qu'appartenant au groupe haïtien, mais ça ne veut pas dire que c'était il n'y avait pas le connecteur logique. Parce que ma question, c'est que du coup, ça c'est l'histoire de ta famille, mais sachant que tu as grandi en France, comment tu formulais cet engagement en France, sachant que tu as voulu t'engager aussi sur des questions qui s'exprimaient dans le territoire français? Voilà, c'est ça le truc, c'est que jusqu'à mes 19 ans, moi, j'étais dans des associations haïtiennes, dans des églises haïtiennes, entourée que d'haïtiens, donc c'était comme ça, et c'est après, je pense, quand j'ai plus commencé à aller à la fac, où bon, c'est pas pareil qu'être à Cergy, où il y a beaucoup d'haïtiens, où on est dans un petit cocon, c'est plus facile vu que nos rapports sociaux sont arrangés par nos parents. Ils sont arrangés dans le sens où c'est eux qui ont choisi l'église où on va. Donc, s'ils choisissent l'église où on va, ils voient à quel point, avec qui on devient amis, avec qui on traîne tout le temps. Et après, il y a un âge où, là où on va, propres appartements, sont arrangés par nous-mêmes. Et de ce fait, il y a d'autres choses. En fait, c'était vraiment la compréhension il y avait un moment insurrectionnel, je pense, que les émeutes de 2005, parce qu'on habitait dans un quartier, mais qui ne s'est pas transformé en engagement sur le long cours. Donc en 2005, après la mort de Ziad Ben Bouna Traoré à Clichy-sous-Bois, parce qu'il était poursuivi par la police, oui. Plusieurs révoltes ont éclaté un petit peu partout en France. D'abord à Clichy-sous-Bois et partout en France. Oui, dans tous les quartiers, par exemple à Cergy, etc. Mais tu étais à Cergy, toi? Moi, j'étais à Cergy, ça n'a pas... comment dire, c'est-à-dire qu'après on s'est engagé dans les MJC, etc. Mais c'était pas, comment dire, c'était ponctuel. C'était plus pour dire, il faut encadrer parce que les gens, ils sont déscolarisés, etc. Peut-être que ça va aider, mais c'était une traduction, est-ce qu'on peut dire que c'est une traduction engagée, politique, mais pas dans le sens sur la question raciale, mais plus sur la question, il faut qu'on essaye de s'en sortir. Ouais, socio-économique, etc. Donc c'était plus ça. Et après, quand on est adolescent, même si on a des impulsions, en 2005, j'avais 18 ans, même si on a des impulsions comme ça, à 18 ans, on veut vivre, on a des rêves. Et après, je suis partie à Paris. Et ensuite, les engagements, ils ont changé. Et c'est par mon travail. D'abord, en faisant mes études, j'ai fait des études en sociologie et en sciences politiques. Après, j'étais stagiaire dans plein de trucs et tout. Et c'est par mon travail que j'ai rencontré des militants et que j'ai commencé à faire des choses, indépendamment d'organisation. C'est-à-dire la première chose militante que j'ai fait qui était indépendant de
tout, enfin de moi-même, etc. C'était la revue ACG en 2014. Mais avant, j'ai travaillé dans un think tank qui s'appelle République et Diversité avec le Georges Jetin, où j'étais d'abord responsable affaires sociales. Après, je suis devenue directrice et j'étais stagiaire à l'Institut Point-Neuf. Donc, en fait, c'est comme ça que j'ai rencontré plein de gens. Et après, je me suis rendu compte en faisant ça que les institutions, les organisations type ONG ne pouvaient pas contenir ce que moi je pensais être mon éthique politique. Alors, nous, on est super contents de t'avoir parce qu'on va quand même en parler. Hein. T'es une personnalité subversive, sulfureuse. T'as un peu mis le feu dans le pays. Hein. À mon corps défendant. Ouais, c'est ce qu'on dit. Est-ce que tu peux... T'es à l'origine de quelques petits scandales. Est-ce que tu pourrais nous parler du camp d'été décolonial que tu as créé avec Siam Asbag et nous dire quel était le projet, comment ça a été perçu et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça a vraiment été incroyable. Ah là là. Ça, c'est comme quand... c'était un peu incroyable parce que c'est un peu genre la blague là, que tout le monde prend sur Twitter quand on cite l'étranger. Hier, j'ai reçu une lettre. Peut-être peut-être que il disait, nous, ça s'est passé comme ça parce qu'en fait, j'étais partie un moment aux États-Unis, travailler aux États-Unis pour une association haïtienne. Donc, j'étais partie un moment. Après, je suis revenue en France. Et donc, on est allé prendre un déjeuner comme... parisienne hipster, un déjeuner à Gare du Nord, un déjeuner italien. On était tranquillement à manger moi, je mangeais une bonne mozzarella buffolate, super bonne, avec des petites tomates là bio. C'était vraiment... Et après, on s'est dit... Ouais, il faut faire un truc. Ça, c'était avec Siam. C'était avec Siam. Donc, qui est journaliste, engagé. Exactement. Ouais. Et en plus, on parlait comme ça. On dit, ouais, il fait quoi ça fait quoi, etc. Et moi, le numéro d'ACG venait de sortir. Alors, on dit, ouais, il faut faire quelque chose. Et après, je lui disais ce que j'avais appris. Moi, dans tout, on parlait de ça. On a dit, on devrait faire que ça, que les gens, au lieu qu'ils nous envoient plein de messages, parce qu'en fait, c'était plus pour gérer les emails qu'on recevait. Donc en fait, c'était créer un espace pour dispenser du savoir. Du savoir, au lieu que chaque personne, à titre individuel, vienne sur ton Facebook, ton email, ton Twitter, te nous dire oui, est-ce que tu sais comment faire ça? Est-ce que tu as une liste de lecture? Est-ce que tu penses que ça, c'est problématique, etc., comme si on était un SAV. On s'est dit que non, parce qu'à chaque fois qu'on ressent à une personne, ça aide... Ça, déjà, on doit répéter, et ça aide pas d'autres gens ou des trucs très techniques en mode comment on fait pour monter un collectif? Est-ce qu'on doit appliquer des règles quand on monte un collectif? Donc, on s'est dit, on a plein de savoirs et on connaît plein de gens qui ont plein de savoirs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une formation pour les personnes qui subissent le racisme sur comment on peut lutter contre le racisme, mais de manière vraiment politique, etc. Et après, on a dit, c'est cool. Donc, on a fait un petit site WordPress, tac. On a fait des inscriptions, on a fait un flyer sur Canva. Et on était chaud, on était contents. On se faisait, tranquille. Et après, on dormait comme ça et on s'est réveillés. Si elle m'envoie un WhatsApp, elle m'a dit, Fania, c'est la merde. Shitstorm is coming. Voilà. Et après, j'ai pas compris. Après, je jouais un truc de la LICRA et tout. Après, je suis ouais, non, mais t'es sûre? Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que dans votre camp d'été décolonial, vous réserviez les places aux personnes qui, à titre personnel, subissaient le racisme d'État. Voilà, c'est ça. Et donc, ça veut dire que a priori, une catégorie de la population qui ne subit pas ce racisme d'État, donc les gens qui sont les personnes blanches. Et donc, ça fait polémique et c'est devenu, dans la rhétorique LICRA et gouvernementale, c'est devenu un camp interdit aux Blancs. Yeah. Et en fait, c'est ce qui a fait polémique. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'objet a été complètement dévoyé et les gens, en fait, ont parlé de ségrégation, de Rosa Parks, etc. Un pauvre Rosa Parks. Ouais, on nous fait endosser des choses. Voilà. Et du coup, comment tu l'as vécu? Est-ce que ça a été un révélateur? Est-ce que ça a eu lieu? Comment ça s'est passé? Enfin, rapidement, parce qu'après, on va quand même... Mais en fait, le truc, c'est que... Oui, on l'a fait 2 fois même. Donc, c'est-à-dire, c'est bien de faire une fois, mais revenir et le refaire, c'est important. Mais je pense qu'on a... Déjà, avec Siam, quand tout s'est passé, il y a eu... Enfin, c'est beaucoup de pression médiatique, beaucoup d'insultes, de menaces, de ça. Après, ça a des répercussions. Par exemple, moi, après, j'ai quitté la France parce que c'était impossible de trouver du travail ou
vu dans quoi je travaille, comme je fais du conseil aux organisations. Donc, j'ai quitté la France parce que j'avais aucune ambition. Et mon père, imagine, il n'a pas fait tout ça pour que je finisse pauvre. Donc, j'ai quitté. Mais donc, ça, c'est les répercussions. Mais sur le truc, c'est que je crois qu'on a bien compris avec Siam, par exemple, quand il y avait tout ça, on a compris qu'en fait, il fallait pas répondre sur la non-mixité, parce que c'était un peu, comme ils disent, un cache-sexe, et c'était un peu une utilisation, un prétexte pour pas parler de ce qui gênait vraiment dans le camp d'été. C'était pas la non-mixité, parce qu'il y a plein d'autres trucs qui sont non-mixité en France, même sur les questions, par exemple, quand les politiques publiques, elles concernent une catégorie de femmes, parce qu'il faut qu'elles soient sauvées de leur quartier. Par exemple, Ni pute ni soumise, à la base, on peut dire c'est une organisation non-mixte. Donc voilà, et que justement c'est ce qui plaisait, que c'était une organisation de femmes majoritairement arabes, racisées, qui disaient ce qu'elles disaient. C'est ça qui plaisait, c'est sa non-mixité. Même ça a alimenté une image un peu misérabiliste des quartiers populaires. Exact, donc ça plaisait bien, etc. Donc là, non, en fait, c'était pas vraiment la non-mixité qui gênait, c'était vraiment le positionnement politique que nous avons pris en disant... en fait, on va arrêter d'avoir d'appel à l'ICRA, la SOS pour le racisme. Vous ne faites pas de la lutte contre le racisme, et de le dénoncer clairement en disant on peut faire de l'auto-organisation, et le programme était le problème. Le programme et le fait que les institutionnels n'étaient pas invités était le problème, et le fait qu'on nomme que le problème c'est l'État, et le problème c'est pas tous les individus un à un, et c'est pas que les électeurs du Front National, parce que SOS Racisme et la LICRA sont... C'est de politiser le propos. Voilà, en fait, c'est ça. en gros. Ouais. Et SOS Racisme et la LICRA se sont spécialisés en les racistes et les méchants qui votent FN, et après tous les autres, c'est juste des problèmes de compréhension. Voilà. Il n'y a que des quiproquos. C'est l'ignorance. Voilà, il y a 95% de la population, c'est du quiproquo, et après il y en a 5%. Mais ils sont gentils, ils sont vraiment méchants. Voilà, il y en a 5%, ils sont méchants parce qu'ils votent Marine et ils votent pas nos potes que nous on veut voter et qui nous donnent des postes. Donc voilà, donc en fait non, c'est un peu plus compliqué que ça, et réduire ça c'est compliqué. Donc je pense la réponse qu'on a donnée à ça, c'est de dire que c'était un non-sujet et que c'était pas ça le sujet, mais que fallait qu'il y ait une confrontation, et ce moment, je pense qu'il a servi de montrer les antagonismes extrêmement forts qu'il y a entre un certain antiracisme institutionnel et les autres, et c'est un moment difficile à passer, mais il est passé, et je pense que malgré tout, on a gagné des choses dans le débat public, parce que maintenant qu'on se voit, on est à 4 ans plus tard, on voit que voilà, donc ça prouve juste que parfois il faut faire les choses, et c'est à des moments difficiles, mais on voit que ça fait gagner des choses, et même s'ils reviennent un peu à la charge, ils sont pas aussi déterminés qu'au début. Alors ils sont revenus à la charge assez rapidement après le camp d'été décolonial, parce qu'en 2018, avec le collectif afroféministe Moissy, tu es membre de Moissy, et vous avez organisé ce festival qui a aussi fait parler donc à la fois la maire de Paris, Anne Hidalgo, la LICRA, SOS Racisme, donc les mêmes que pour le camp d'été décolonial. Et le Rassemblement National. Et le Rassemblement, et Walran Saint-Just. Ouais, c'est ça, avocat. Et donc, en fait, c'est parti de l'extrême. C'est lui, c'est parti de l'extrême droite. Oui, c'est ça. LICRA, Hidalgo. Voilà. Oui, c'est toujours le même chemin, et là, sur la même chose, mais là, le problème, ils ont eu un peu plus de problèmes qu'avec le camp d'été décolonial. Parce qu'en fait, là, dans Nyan Sapo, pour qu'on resitue, c'est un festival afroféministe qui avait certains ateliers qui étaient réservés aux femmes noires. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est devenu le festival interdit aux blancs, sachant que plein de gens ne sont pas des femmes noires. Il n'y a pas que les blancs. Voilà, les hommes noirs ne sont pas des femmes noires. Grace n'est pas une femme noire. Et bizarrement, que les hommes noirs ou que les asiatiques ou que les arabes soient exclus n'a jamais fait débat. C'était le débat porté sur les blancs. C'est pour ça que je dis que cette fois-ci, ils ont eu beaucoup plus de mal, parce que quand ils sont allés dedans, et après, c'était difficile de dire que... Enfin, ça montrait plus leur ethnocentrisme, de dire que ça imposait les blancs, et pas parler, par exemple, comme c'est un festival afroféministe, ils auraient pu dire « Oh, pourquoi pas toutes les femmes ?» Ça aurait été beaucoup plus crédible, on va dire, pour au moins dire qu'on divise la lutte féministe. Au moins, ça aurait été un peu plus crédible que de dire... voilà, donc qui fait que ça, c'était un peu plus compliqué. Après, ils se sont donné vraiment beaucoup de mal. Ce que ça nous a apporté, nous, c'est-à-dire que notre festival, il
il a eu beaucoup de visibilité. Il s'est très, très bien passé. On a eu plein de soutien, etc. Et comme on connaît nos affaires et qu'on a une bonne avocate, on leur a dit prouver que c'est illégal. Et parce que Anne Hidalgo avait envisagé de porter plainte quand même pour discrimination. Non, de annuler. Et après, elle a dit qu'elle avait trouvé une solution qui était ce qu'on avait déjà prévu auparavant, parce qu'on avait déjà, on avait déjà prévu ça, parce qu'on s'est dit, on va faire une réunion privée. On est une organisation, on paye notre argent pour faire des choses, et puis voilà. Donc, elle a rétropédalé. Après, ça a été, je pense que à force d'avoir des appels, par exemple, le Times, le New York Times a écrit sur ça, etc. C'était un peu son chargé de communication. Et je pense qu'il en avait un peu marre, donc ils ont juste voulu oublier. J'ai écouté un bout d'interview d'elle. Elle était dans un des podcasts féministes. J'ai écouté une partie où les interviews revenaient dessus, où elle, comme on dit chez nous, là, elle parle un latin pas clair, un français bégaye vraiment. C'est-à-dire qu'elle parle pas un français de Molière, où elle essaye de dire oui, mais non, on avait une incompréhension, mais après qu'elle essaye d'évacuer le sujet. Mais ça s'est passé, et on a aussi fait 2, comme quoi il faut faire. Ouais. Pour revenir sur cette question de non-mixité, je pense qu'en France, on a trop tendance, enfin les médias et l'extrême droite, plus la gauche, on a trop tendance à résumer la non-mixité à non-blanc. C'est-à-dire que interdit aux non-blancs, comme tu dis, la ségrégation et tout ça, c'est quelque chose, c'est un discours, c'est un truc qui revient tout le temps. Dès qu'on parle de non-mixité, on nous dit « Ah, mais l'Afrique du Sud ». Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment quelque chose on est incapable, en France, de passer au-dessus de cette... De cet outil qui est la non-mixité. Les syndicats, c'est pas mixte, quoi. Enfin, je veux dire, les syndicats n'invitent pas leur patron. Et puis en plus, comparé avec l'apartheid, avec la ségrégation, alors que c'était une ségrégation qui était imposée par l'État, ça peut pas être comparable à un groupe de femmes noires qui vont créer des espaces pour se parler entre elles de leurs problématiques propres. En fait, je pense que la chose sur laquelle que nous, à Moissy, par exemple, on insiste, sur le fait qu'il y a plein d'outils non-mixtes différents dans les organisations féministes, dans plein de types d'organisation. Nous, on utilise vraiment la non-mixité quand les gens, oui, mais est-ce que... Non, nous, on est une organisation et on a décidé que la non-mixité, c'est pas juste pour qu'on puisse se parler des trucs que l'on vit. La non-mixité, c'est une forme d'organisation pour décider c'est quoi notre ligne politique, c'est quoi les objectifs politiques qu'on se donne et c'est quoi les moyens qu'on se donne pour atteindre ces objectifs, et en disant que c'est pas juste réduire à la question de comme on est concerné, on va avoir la bonne analyse, parce que ça, c'est nous, moi aussi, on dit toujours être noir, c'est pas suffisant. On dit, en fait, que on est en effet concerné, et notre assignation raciale et de genre, etc., fait qu'on vit ça, et c'est partir de ça pour essayer d'interpréter, en étant dans une ligne politique anticapitaliste, pour la libération noire, pour faire de la politique. Donc vraiment, c'est mobiliser ce qu'on vit individuellement, et non pas le réduire que individuellement, mais de voir dans ce qu'on vit individuellement, dans nos conditions matérielles d'existence, qu'est-ce qui relève de choses qui est due à notre classe, et j'utilise le mot classe pas que en termes de classe sociale, mais en termes de classe raciale et de genre, et comment on peut essayer de changer ça, et c'est vraiment comme ça on veut l'utiliser. Dans ton livre Afro-communautaire, tu parles de faire communauté pour les Noirs. Donc c'est aussi ce que tu viens de dire là. Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que c'est un point de départ ou un point d'arrivée à ton sens? Moi, je pense que faire communauté et l'unité, etc., ça peut jamais être un point de départ. Dans le livre, je dis que c'est pas fait pour rassembler tous les Noirs. Hein. Moi, je n'ai pas de propension hégémonique. Donc, en fait, mon manifeste, c'est vraiment un projet politique qui s'inscrit dans une tradition politique panafricaine, anticapitaliste, de libération noire. Donc, c'est sûr que ça peut pas s'adresser à tout le monde en fonction. Mais il propose un projet politique de faire communauté. Ça veut dire que penser la communauté, non pas comme juste un espace où on va prendre des choses, mais un espace qui permet d'apporter des choses aux uns et aux autres et changer le rapport de force
pour obtenir du pouvoir. Parce que le but de la lutte, je pense, c'est d'obtenir de l'autonomie, de l'accès pas juste au capital pour s'enrichir individuellement, mais l'abolition de la propriété privée des moyens de production, et de l'accès au capital qui sont nos vies, nos corps, à l'autonomie politique, sociale, pour nous-mêmes, mais aussi pour les pays des Suds globalement, mais principalement pour les pays en ce qui concerne les pays d'Afrique subsaharienne et de la Caraïbe. Quand tu dis faire communauté, tu parles vraiment d'un projet politique et je trouve ça très... Parce que tu exclus les groupes basés sur la nationalité et sur la culture, parce que c'est très facile de faire des groupes type... Enfin, moi, je le vois dans les comités asiatiques, les Laotiens d'un côté, les Cambodgiens d'un côté, les Chinois, les Vietnamiens, et sinon les groupes culturels à base de j'aime la calligraphie, j'aime la peinture chinoise et les montagnes verdoyantes. Par contre, quand on parle de politique, c'est-à-dire qu'est-ce que être asiatique en France, qu'est-ce que ça recoupe comme réalité, qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces réalités deviennent, elles soient améliorées politiquement, c'est-à-dire penser ensemble, il n'y a personne. Et vraiment, quand j'ai lu cette phrase dans ton livre, je me suis dit, ah ouais, c'est faire communauté, il y a un sens vraiment, quand tu dis... Ça me fait penser à... la phrase de Thomas Porcher quand il a parlé de Bruno Hamab qui dit le bloc bourgeois, c'est qu'en fait c'est faire bloc pour que nos intérêts, nos intérêts économiques, politiques, sociaux soient considérés et soient pris en compte dans l'équation globale et pas juste dire là coucou on est là, on existe, on fait des claquettes ou on fait de la peinture chinoise, on fait je sais pas quel genre de truc on peut faire pour amuser la galerie et c'est ça vraiment ça résonne politiquement. Moi je pense que en fait le truc c'est que je dis c'est que il y a en fait les organisations basées sur type de nationalité et culturelle, c'est des espaces qui sont extrêmement forts en type de solidarité et de mobilisation. C'est pour ça que je pense que c'est une force pour les Noirs qui sont en France, parce qu'ils ont une meilleure compréhension des rapports internationaux néocoloniaux, parce qu'ils ont plus de proximité que, par exemple, le bloc African American. Et je pense que c'est des organisations importantes, mais il y a cette question de noir. Voilà. Où est-ce que noir est organisé politiquement? Ce que tu dis dans ton livre, c'est que c'est plus facile, en fait, comme le disait à l'instant Grâce, de se penser comme Sénégalais, Peul, etc. D'ailleurs, on avait vu à l'époque, quand il y a toujours une Miss Mali, Miss Mauritanie, etc. Et le jour où il y a eu une Miss Black France, les gens ont pété les plombs. Alors que, a priori, c'est pas la même chose. Mais donc, du coup, c'est plus facile de se penser comme étant originaire d'un territoire que de penser la noire comme une condition politique. Et du coup, dans ton livre, tu dis que c'est inconfortable pour la majorité, mais aussi pour les Noirs eux-mêmes qui ont du mal, en fait, à se projeter dans... Moi, je pense que c'est inconfortable parce que moi je trouve que c'est extrêmement important les territoires, les nationalités, parce qu'on n'est pas que noirs, on fait partie de groupes ethniques, culturels, etc. Et que c'est extrêmement important à mobiliser et de les mobiliser, mais l'inconfort à être noir, l'inconfort de voir les noirs s'organiser est vraiment dû au fait que ça renvoie au type de à la construction même de noir. C'est que cette identité et ce retournement de stigmate qu'on a réussi à faire, mais qui a été difficile à faire, a commencé quelque part. Donc, c'est discuter le fait qu'on est renvoyé à ça et qu'on a réussi, avec plein de luttes, à en faire quelque chose qui ne soit pas une insulte, qui soit un nom commun, une définition d'une condition, mais c'est difficile à investir comme un projet par exemple, de libération noire en disant en fait que c'est possible de penser ça tout en pensant qu'il y a plein de diversité dedans. Mais c'est parce que aussi le problème est mal posé, parce que le problème est souvent posé en mode on va arriver à faire quelque chose si on est tous unis. Alors que si on attend d'être tous unis, c'est sûr qu'on va avoir que des échecs. On va juste dire, ah non, tu vois, on peut jamais rien faire avec les Noirs dès qu'il y a un truc comme ça. Alors que les personnes qui ont des intérêts communs, ils n'ont pas besoin d'être tous unis et tous d'accord pour faire avancer les trucs. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être tous unis. Il faut trouver un dénominateur commun. Il n'y a pas besoin d'être tous unis. Moi, je pense même pas qu'il faut il faut qu'il y ait des organisations qui ont un projet. Je pense pas que les projets politiques sont portés par tout le monde en même temps, mais au moins des organisations ne sont même pas obligées d'être d'accord, qui
portent des projets et qui vont essayer de construire des mouvements de masse, expliquer aux gens, voilà, nous, ça, c'est notre projet. On a un projet qui prend en compte le panafricanisme, les questions d'égalité de genre, la fin du patriarcat. Ça, c'est notre projet. Ça, c'est notre projet. Après, il y a d'autres organisations. Ça, c'est votre projet. Est-ce que vous voulez avancer avec nous dans ce projet-là? Et l'avancement dans ce projet-là, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve des moyens pour obtenir du pouvoir, non pas que le quémander, mais aller le chercher, l'arracher, l'obtenir, le garder et le transmettre et de faire de l'éducation populaire et faire avancer les choses comme ça, mais sur une base extrêmement claire de ce que ça veut dire, de se dire qu'on ne va pas attendre qu'on soit unis pour faire des choses, mais on va faire des choses en espérant qu'à un moment, on va être unis quelque part parce que nos chemins vont se croiser. Ça évite aussi le défaitisme de dire qu'il n'y a jamais rien qui est fait. Il y a jamais rien qui est fait. Il y a des choses qui sont faites et ce n'est pas parce que des choses sont faites et s'arrêtent que ça veut dire qu'elles n'ont pas été faites. Ça ne veut pas dire que les choses sont faites, ne sont pas faites super bien, que rien n'est fait. C'est juste accepter l'expérience humaine, que les choses foirent, que ça ne se passe pas comme prévu, s'arrêtent plus tôt et qu'on est obligé de composer. Donc, je pense qu'il faut vraiment être, comme disait Baldwin, il faut vraiment être dans cette contradiction constante entre être extrêmement conscient que la situation est très très grave et très difficile à changer et à la fois pleinement convaincu qu'on peut la changer. Alors, il y a un truc que tu dis qui est intéressant, c'est par rapport à la célébration des figures noires militantes qui sont vraiment extrêmement connues. Enfin, on peut les citer, Angela Davis, Martin Luther King ou Nelson Mandela, et qui sont célébrées par toutes les gauches et notamment par les militants blancs de gauche. Et en fait, dans ton livre, il y a plusieurs choses sur lesquelles tu apportes un regard critique sur cette question-là. C'est qu'à la fois, ce sont des figures qui sont mobilisées pour tout, sauf pour parler des Noirs, notamment en France, mais qu'aussi, il y a une responsabilité de la part des militants noirs, des personnes noires qui sont engagées, de ne pas uniquement puiser dans le répertoire militant international et parfois de célébrer pas seulement les gens qui sont décédés ou étrangers, mais aussi les gens qui sont là, qui sont présents, qui sont engagés, qui sont notamment engagés sur les problématiques françaises. Quel est ton regard sur ces deux... Moi, je pense que, en fait, quand je disais ça s'adressait à la gauche blanche, mais ça s'adressait aussi aux militants pas noirs des coloniaux. Ça s'adressait à tout le monde. Et le truc, c'est de dire que oui, c'est Malcolm X, il est mobilisé par tout le monde, mais vraiment tout le monde, pour dire tout, sauf pour les Noirs, et surtout pour dire qu'il avant, il était racialiste noir, mais plus maintenant, enfin plus après à la fin de sa vie. Angela Davis, même après, il y en a que c'est plus difficile vu leurs propos étaient extrêmement ancrés, où c'est plus compliqué. Et c'est ceux qui sont plus compliqués qu'on voit pas souvent mobilisés. Par exemple, François Fanon, alors lui, il a été dénaturalisé, donc ça. Et je pense que même si on va dire que bon, les gens ils ont une tendance acceptons, ils ont une tendance nécrophile, c'est-à-dire qu'ils veulent que les morts. C'est-à-dire même dans les morts, même dans tous ceux-ci, ils veulent que des gens morts, comme ça ils peuvent pas rétorquer que non, c'est pas ce que je voulais dire. Donc les militants noirs qui veulent que les morts, même dans les morts, il y a des gens, en fait, c'est possible de mobiliser des luttes qui disent quelque chose du rapport, par exemple, impérialiste, colonialiste de la France et sur comment on discute cet impérialisme. C'est-à-dire il n'y a pas besoin de tous ces détours par les États-Unis pour comprendre le système esclavagiste quand la France avait, par exemple, Saint-Domingue qui était la colonie la plus prospère. C'est-à-dire Saint-Domingue, avant que ce soit Haïti, produisait plus de richesses que le Brésil, qui est un pays continent. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer la violence des méthodes employées, la mortalité extrême, et c'est parce qu'il y avait cette violence que la révolution ils n'avaient plus rien à perdre. C'était ça ou rien. Donc voilà, donc on n'est pas obligé de faire le détour pour expliquer c'est quoi une colonie d'exploitation, comme Saint-Domingue était une colonie d'exploitation. C'est-à-dire c'était juste là, exploiter, envoyer, rien d'autre. Mobiliser les bombardements qu'il y a eu sur le Cameroun pendant les luttes pour l'indépendance, le traitement par exemple, le triangle à Côte d'Ivoire, Sénégal, Togo, pour expliquer le néocolonialisme de la France-Afrique. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui sont mobilisables, mai 67 en Guadeloupe, que
C'est une révolte aussi qui a été réprimée dans le sang. Réprimée dans le sang, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu que Selma, c'est-à-dire que c'est ça, en fait, ça peut être mobilisé et ça peut renvoyer directement l'État à ses responsabilités, parce qu'en fait, quand on mobilise des histoires aux États-Unis afro-américaines, bien sûr, on peut analyser des choses parce que ça dit quelque chose, mais la France peut aussi dire, ah, vous voyez, au moins ici, vous êtes tranquille, nous, on n'a pas fait des bains de sang comme à Selma, alors que, bien sûr qu'il y en a eu. C'est-à-dire que mobiliser ces histoires qui sont liées, ça permet aussi de confronter le racisme d'État et le continuum esclavagisme, colonisation, néocolonisation, racisme, et l'inscrire dans un continuum historique et éviter tous les débats qui disent « Oh mon Dieu, c'est des nouvelles questions importées des États-Unis ». Si en 1898, il y avait des Haïtiens qui écrivaient des revues ici pour dire la condition noire, on ne va pas nous dire qu'on réimporte ça depuis 1898. S'il y a un État qui s'est libéré en 1804 en disant « On est la République noire, on s'est libéré de la France », c'est-à-dire que la question noire, cela se trimballe depuis un moment. Et tu le dis dans ton livre, tu cites Maboula Soumaoro qu'on a invité ici, et tu dis que la question noire est continuellement nouvelle parce qu'elle est effacée par l'État et que du coup, vous êtes en train de l'écrire tout le temps comme si on partait du début pour ceux qui la reçoivent, parce qu'on se dit « Ah, mais c'est nouveau, c'est un nouveau truc ». Et ça fait partie de ça, cette idée de mobiliser les choses qui se passent à l'étranger, aux États-Unis notamment, ça vraiment dire « Ah, regardez comment ça se passe chez nous, on n'a pas ces problèmes-là ». Et même si vous y voyez un problème, vous avez tort. En fait, il y a vraiment une question... L'amnésie, en fait, c'est une arme politique. Quoi. C'est une arme contre la mémoire et contre les militants. Oui, en fait, c'est un procédé extrêmement malhonnête d'expliquer que c'est des questions nouvelles, alors que ce ne sont pas des questions nouvelles, c'est juste des questions reproblématisées. Parce que en fait, c'est juste que effectivement, la question noire en 1804, c'est pas la même question noire que en 1910, c'est pas la même question noire que pendant les luttes de décolonisation, ce n'est pas la même question noire que dans les années 80, c'est pas la même question noire que maintenant en 2020, et ce sera pas la même en 2050 dans un monde beaucoup plus mondialisé, globalisé, etc. C'est-à-dire que on interprète de manière malhonnête et de manière vraiment consciente, c'est pas un quiproquo, les reproblématisations et reconfigurations à la lumière des luttes qui ont eu cours, des populations qui changent, de ce qui se passe en France change, mais ce qui se passe dans le monde change aussi, à la lumière de tout ça. Donc les problématiques sont reconfigurées. Le collectif Moissy, par exemple, est un collectif qui est composé majoritairement de personnes qui ont la nationalité française, qui est différent du collectif qui a été fondé en 1967, la Confédération des femmes noires, par notamment Gerty Dombori, qui était dedans, où c'était majoritairement des femmes qui n'avaient pas grandi en France. Donc, effectivement, même ce qu'elles disent a des échos sur ce qu'on fait, nous, Moissy, aujourd'hui, à 30 ans d'écart, les questions ne sont pas les mêmes, vu qu'il y a des choses, tout change, mais rien ne change, mais il y a quand même des choses qui sont pareilles, mais des choses qui ont changé, et même dans les critiques qu'elles ont sur des mouvements féministes, il y a des choses qui sont pareilles, mais il y a des choses qui ont changé, parce que heureusement, il y a des choses qu'on gagne. Alors, est-ce que tu peux, on change de registre, est-ce que tu peux nous parler de la stratégie du paperé ? C'est une notion que tu développes dans ton livre. Oui, j'aime bien les anachronismes. Paperé, P-A-P-R-E, mais ça se prononce paperé. Voilà, c'est ça. C'est la poétique de représentation, alliée et privilège. Donc, pour moi, c'est une trilogie qu'on retrouve souvent dans une conception extrême néolibéral et individualiste de ce que ça veut dire la lutte. Et j'ai pas de problème, je dis souvent qu'il n'y a pas de problème dans des discours du quotidien d'utiliser ces mots, parce que moi je les utilise tout le temps dans les discours du quotidien, etc. De utiliser le mot comme masculinité fragile, j'utilise dans un discours du quotidien, etc. Mais je vais jamais l'utiliser dans une analyse politique et pour baser aussi ma lutte politique. Donc moi ce que je dis, c'est que la politique de représentation, c'est-à-dire penser que c'est parce qu'on va avoir plus de personnes visibles que les conditions matérielles de la majorité va changer, c'est un leurre, parce que les États-Unis, ils n'ont jamais eu autant de noirs visibles, mais ils n'ont jamais eu autant de noirs pauvres et en prison. C'est-à-dire que les deux peuvent exister en même temps. On peut avoir beaucoup de noirs visibles, même plus que proportionnellement, vu que la population augmente, qui sont millionnaires, milliardaires, mais à la même temps, on peut en avoir plein qui sont en prison aussi, plein qui n'ont pas de logement. Donc voilà, donc je dis que se concentrer
mon militantisme se concentre sur le plancher collant moins que sur le plafond de verre. Donc ça, c'est pour la politique de représentation. Sur la question des alliés, moi, je ne crois pas aux alliés. Je ne crois pas que ce soit une notion politique, les alliés. Je pense que c'est une notion morale. De dire, enfin, de faire sentir que les gens ils sont bien, qu'on leur dit que t'es un bon allié, ils se sentent bien, nous on se sent bien, tout le monde se sent bien, mais ça fait pas, voilà, ça fait pas changer, ça fait pas changer les choses. Moi j'ai des amis, donc que les gens ils disent ouais des alliés, mais en fait non, j'ai juste des amis, c'est des personnes décentes. Si c'est pas des personnes décentes, ce sont pas mes amis, mais je ne demande pas d'être des alliés, donc voilà, et donc je pense que ça c'est une question qui est plus un échange symbolique que j'explique dans des milieux donnés, parce qu'en fait pour que les gens soient reconnus comme alliés, il faut qu'eux, ils connaissent la notion, que les gens qui leur disent t'es un allié connaissent la notion. Donc, tout se passe dans une petite bulle. Alors que dans cette petite bulle, c'est là où on a moins de chances de rencontrer des gros connards, par exemple, son patron qui fait du harcèlement. C'est-à-dire que dans les endroits où ça peut changer la condition matérielle d'existence des gens, c'est-à-dire obtenir des améliorations, etc., cette compréhension du terme, de la reconnaissance du terme, de la légitimité qui n'existe pas. Donc c'est vraiment pour un tout petit démographique à l'échelle de la masse. Donc c'est pour ça. Donc moi je pense que c'est vraiment un truc moraliste et tout. Et après le truc de privilège, ça c'est le pire du pire qui a été existé, qui a vraiment entre inclusion et privilège, je sais pas quel mot je déteste le plus. Non, je crois que c'est inclusion que je déteste le plus. Donc voilà. Donc privilège, c'est vraiment le truc qui termine toujours par oui, il faut reconnaître tes privilèges, etc. Mais en fait, on se rend pas compte que dire à quelqu'un qu'il faut reconnaître ses privilèges, c'est de le mettre, c'est lui donner le pouvoir. Parce qu'il n'y a que des gens qui ont des privilèges qui peuvent reconnaître tes privilèges. Et à partir du moment, imagine, il ne reconnaît pas ses privilèges. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien faire. C'est-à-dire que conditionner notre action militante, notre action, notre engagement à ce que d'autres personnes reconnaissent leur situation, c'est, comme disent les Américains, disempowering. C'est-à-dire que ça te laisse, c'est-à-dire que la première étape de ton action, c'est pas toi, mais c'est quelqu'un d'autre. Est-ce que tu penses que les deux sont forcément corrélés? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut pas envisager de militer tout en demandant aux autres de reconnaître leurs privilèges, mais de manière sans que les deux soient corrélés? C'est-à-dire, tu te dis qu'ils le reconnaissent ou pas, on s'en fout, quoi. Moi, je sais ça. Moi, je dis qu'ils se reconnaissent ou pas, ils s'en foutent. Et comme on s'en fout, je ne veux pas entamer ce genre de conversation. C'est-à-dire que moi, je peux être dans un dîner avec quelqu'un, il dit sa mère, c'est pas mon problème. De toute façon, moi, je suis là pour lui. Tu peux continuer à être comme toi. J'ai ni à te faire de l'éducation pour que tu sois une meilleure personne, parce que si tu es une meilleure personne, moi, ça fait rien dans ma vie. Si tu penses être une meilleure personne que tu as reconnue dans les privilèges, ça ne change rien dans ma vie. Donc, en fait, moi, ce qui m'intéresse en tant que militante, c'est l'effectivité des choses. C'est-à-dire que moi, je suis militante dans plusieurs organisations et mon temps, j'ai que 24 heures dans une journée. Donc, oui, il y a la militance, mais il y a l'amour, les amis, il y a les rires et les loisirs, il y a mon travail aussi qui paye les... C'est-à-dire que je suis pas en full-time militant toute la journée de minuit à minuit. C'est-à-dire que mon militantisme il est au sein d'organisations et quand je suis au sein de ces organisations à créer des magazines, à faire des manifestations, etc., on a tellement de trucs à faire qu'il n'y a pas de temps de se poser avec des gens et de faire ça. Donc, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est dans quel cadre cette affaire de reconnaître ses privilèges est effective et produit quelque chose en changement matériel de conditions pour les personnes qui sont impactées par toute forme de domination. Donc à la fois, tu mets le doigt sur l'autonomie politique, dont tu en parles dans ton livre, et aussi de décentrer de cette charge militante, charge raciale de toujours éduquer les autres et de leur dire voilà, ce que vous avez fait c'est pas bien ou c'est bien, voilà, donner des lauriers aux meilleurs blancs antiracistes qui peut exister. Et donc du coup je parle juste de ton Instagram parce que je te suis et que tu fais des super petites trucs colorés où tu parles du woke white bait. On n'a pas le temps d'en parler là aujourd'hui parce que c'est hyper drôle. Donc arrêter de donner des petits des Pokémon, c'est comme des cookies. Les gens ils veulent des Pokémon, ils veulent des alliés. Moi j'ai un allié mec qui est bien, un allié blanc qui est bien, etc. Ils veulent juste des Pokémon rares. Moi je crois pas aux Pokémon rares. Et là on pourrait parler de plein de choses, mais du coup on veut terminer cet entretien sur un des chapitres de ton livre où tu parles de Black Love. Et donc tu dis, il y a un chapitre qui s'appelle « Vous saoulez tout le monde avec votre Black Love ». Et tu dénonces l'injonction au métissage et la guerre ouverte aux couples noirs. Pour quelle raison ? En fait, dans l'imaginaire, en plus, j'étais à un panel avec Maboula, elle disait ça que, en fait, comme être noir, c'est l'échec.
Non, mais c'est vrai. Être noir, c'est vraiment vu comme un échec. C'est-à-dire que choisir d'être dans un couple de noirs, c'est vraiment... ce qu'on vous présente en France, c'est-à-dire c'est si vous avez réussi... Il y a pas de raison, c'est-à-dire c'est bon, vous avez échappé tu peux t'en sortir. Ouais, tu peux t'en sortir. Pourquoi tu restes avec un noir? Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est vraiment il y a ça, c'est-à-dire qu'il y a en fait le fait qu'il y ait besoin d'une intentionnalité pour être quelqu'un avec son propre groupe, ça montre qu'il y a un discours ambiant. Et moi, je voulais aller au-delà du discours ambiant en disant effectivement, il y a un discours ambiant qui est produit par les médias, par les films, etc. Le fait qu'il y ait tellement de gens qui participent à des événements, par exemple de Brown Sugar qui fait des projections de films afro-américains juste pour voir des couples de noirs. Ou qui consomment beaucoup de séries afro-américaines ou des britanniques et maintenant sénégalaises avec Maîtresse d'un homme marié, saison 2. On est connectés. Donc voilà. Donc en plus c'est ça. Donc là il y a le truc médiatique, etc. Mais il y a aussi autre chose qui est là vraiment plus matériel, plus concret au niveau de l'État. Le fait qu'il y ait une guerre contre les familles pauvres, les familles noires. C'est-à-dire que quand on a le fait de penser Black Lives, c'est pas que un footballeur noir riche, etc. C'est toutes les familles migrantes, toutes les familles qui sont appauvries, qui sont des HLM. Quand il y a des politiques publiques qui disent que si un de vos enfants est condamné à quelque chose, vous devez tous quitter le HLM. Ça, c'est de la guerre institutionnelle encodée, sociale, mais qui est un profilage racial de certaines familles. Quand on pousse vos enfants à faire pas la bonne filière, ça aussi, ça appauvrit les gens. Quand les parents, ils travaillent dans des emplois où ils sont exploités avec des horaires décalés, et après on leur reproche à la télé, dans l'école, de ne pas s'occuper de leurs enfants, que leurs enfants, ils sont laissés à eux-mêmes alors qu'ils sont obligés de sortir chez eux à 4h du matin, revenir à 2h, repartir à 5h. Ça aussi, en fait, les conditions dans lesquelles on met les gens, on les met où ils habitent, qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir vivre, comment ils sont discriminés à l'école, à l'embauche, par la justice, par la police, assassinés dans les rues. Ça appauvrit le truc. C'est une guerre aux familles parce qu'on leur dit vous n'avez le droit qu'à ça. Vous n'avez même pas le droit à l'espace public. Et de toute façon, vos enfants, vous produisez que des enfants qui sont des problèmes sociétaux, qui doivent être surveillés, punis, contrôlés, mis sous pression, etc. Et ensuite, on leur dit, mais vous voyez, voilà, regardez le résultat. Donc en fait, c'est ça, c'est qu'il y a une guerre ouverte qui se traduit non pas seulement par ce qu'on voit à la télé en termes de représentation. C'est pour ça que je dis toujours que les représentations, c'est l'écume des choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer que la représentation. Si on change que la représentation, le reste en bas ne va pas changer. Mais si on change tout le système, tout change. Et se concentrer sur ce que l'État fait, les institutions font. Quand il y a plein de jeunes qui sont obligés de quitter la Guadeloupe et Martinique pour venir ici, qui fait des séparations de familles pour des conditions matérielles, ça aussi, c'est une attaque à des familles et considérer la famille noire pas que comme les gens célèbres, etc., qu'on envie parce qu'ils ont du capital social, etc., mais quand on voit des familles de migrantes qui sont séparées, des gens qui sont, etc., ça aussi, ça compte et eux aussi ils ont droit à du bonheur et à de la dignité et avoir des enfants heureux, noirs, c'est révolutionnaire, selon moi. Merci beaucoup, Fania. Merci beaucoup, Fania Noël, pour ta présence. Ouais. C'est la fin de ce numéro de Kif Taras consacré à l'utopie afro-révolutionnaire racontée par Fania Noël. N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons de mener. Si vous avez des commentaires, des questions, si vous êtes choqués par le scandale qui entoure cette personne, si vous êtes reconnus dans les portraits acerbes d'alliés, n'hésitez pas. Vous pouvez nous contacter. Écrivez-nous à kiftaras@binge.audio ou contactez-nous sur les réseaux en suivant @kiftaras sur Twitter ou sur Facebook avec le hashtag Kiftaras. Kiftaras est un podcast produit par Binge Audio et réalisé aujourd'hui par Solène Moulin. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Kiftaras. Merci Grace. Merci Rokhaya. Merci Fania. Merci Fania. Merci à vous deux.